Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot vie prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue au mini-salon de l'ISCOM et WeAreCom. Aujourd'hui, ce mini-salon aura pour thème les communications publiques et politiques. J'attends juste que les slides se mettent en route. Alors voilà, donc aujourd'hui, le mini-salon des métiers de la communication. Donc la communication politique et publique. Nos speakers seront Christelle Bertrand, directrice de l'agence Comme qui dirait et consultante en stratégie de communication politique de crise, et Valérie Péruchot-Garcia, directrice des affaires publiques et de la communication et de la RSE chez Janssen France. Donc, tout au long de l'événement, vous pouvez poser vos questions ou dans le chat ou au hashtag #AskLISCOM. On va commencer par se présenter. WeAreCom, qui sommes-nous? Alors, on est le premier accélérateur des communicants en France. Notre objectif, c'est d'accélérer la transformation de nos métiers et de promouvoir sa valeur ajoutée. Nous sommes à la fois un média, donc c'est plus de 20 000 visiteurs mensuels, plus de 25 000 abonnés à notre newsletter et plus de 50 000 personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux. On est aussi un club réservé aux annonceurs qui permet de progresser entre pairs. Nous avons déjà 18 équipes com qui nous ont rejoints, comme AXA, la SNCF, le Crédit Agricole, et on leur propose des ateliers thématiques mensuels, comme le personal branding, les derniers en date, ou la com interne. Alors la communication, qu'est-ce que c'est? La qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. Andrew Grove, ingénieur américain et cofondateur d'Intel, expliquait la communication de cette manière. Par 3 objectifs communs à toute action de communication: se faire connaître et développer sa notoriété, faire aimer sa marque et la rendre attractive, et enfin faire agir, c'est-à-dire convaincre de passer à l'action. Quelques techniques de communication. La communication média, c'est la communication plus traditionnelle, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, la presse et Internet. Tandis que la communication hors média réunit le web, le lobbying, les relations presse et les relations publiques, l'influence et les réseaux sociaux. Alors, quelques mots sur la com politique pour commencer. La com politique, c'est l'ensemble des techniques qui permettent de favoriser le soutien de l'opinion publique lors de l'exercice d'un mandat ou de la conquête du pouvoir. Lincoln est considéré comme un grand maître de la communication politique. Pendant la guerre civile, il a gagné la guerre grâce à sa social room, avec le télégraphe qui envoyait des messages quasi en temps réel sur le front. Et il a dit, en étant élu, Brady m'a fait président. Matthew Brady était le photographe qui a fait cette photo. Il faut aussi parler de Jacques Séguéla et sa stratégie pour la force tranquille, la Star Stratégie,
qui permet de mettre de la valeur ajoutée dans les campagnes de communication en ajoutant de l'émotion aux caractéristiques d'un produit ou d'une personne. Et enfin, Emmanuel Macron, qui a généré 7,6 millions de vues en une journée lorsqu'il a fait le challenge anecdote avec les youtubeurs McFly et Carlito. Et en communication publique, la communication publique est une communication d'intérêt général émise par les administrations, les collectivités territoriales et les organismes publics. Prévue par la loi, elle constitue un service public à part entière. Alors, encore quelques exemples de communication publique. C'est un État d'Australie, le Queensland, qui a lancé des campagnes de communication pour recruter le meilleur métier du monde. On nous propose d'être ici gardien d'île. Et là, il y a eu 34 000 candidatures dans plus de 200 pays avec des énormes retombées médiatiques. Alors là, c'est la gendarmerie des Vosges qui se distingue sur les réseaux sociaux grâce à son humour et à sa ligne éditoriale décalée. Ou par exemple, dans la photo en bas à droite, elle explique que le R sur le levier de vitesse veut dire qu'un véhicule est éligible au contrôle radar. Et enfin, une campagne pour la sécurité routière faite par Karl Lagerfeld qui dit « Le jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Est-ce que la communication est faite pour vous? Alors, quelques points forts pour être un bon communicant. Il faut être stratège, créatif, être très réactif et savoir faire preuve de planification, avoir un bon relationnel, un excellent rédactionnel, savoir faire preuve de polyvalence, être curieux et surtout savoir évoluer. Quelques chiffres à retenir. 25 000 professionnels exercent les métiers de la com dans le domaine public. 20 000 personnes sont collaborateurs parlementaires en France. 28 ans est l'âge médian dans les secteurs de la communication et des relations publiques. Bac plus 4 et Bac plus 5, c'est le niveau d'études préféré en agence et chez l'annonceur. Alors, quelques coups de cœur de la team en communication publique et politique. En série, on a pensé au Baron Noir et à House of Cards, un podcast 57 rue de Varennes, Quai d'Orsay ou Couper le son, le charisme politique pour les films, et enfin pour un livre, Trib de Seth Godin. On va laisser la parole aux pros. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et Christelle, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, je m'appelle Christelle Bertrand, je fais de la communication politique et de la communication de crise. Je fais ce métier depuis maintenant presque 30 ans. J'ai commencé par être journaliste, donc une autre facette de la communication. Donc j'enchaîne les facettes de la communication, le journalisme, la communication politique, la communication publique et la communication de crise. Je veux dire que c'est comme un couteau suisse de la communication. Merci beaucoup. Valérie, je vous laisse aussi vous présenter. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Moi aussi, j'ai touché toutes les facettes de la communication. On a des similitudes puisque j'ai aussi démarré par le journalisme, ma carrière, il y a fort longtemps. Ça fait beaucoup plus de 30 ans, même peut-être plus de 35 si je compte bien. Et j'ai pu toucher à tout et découvrir petit à petit toutes les facettes de ce métier très complet. J'ai la chance aujourd'hui d'occuper un poste qui fait vraiment la synthèse de tous mes apprentissages à travers les années en dirigeant la communication et les affaires publiques et la RSE d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Janssen. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Première question, pourquoi et quand avez-vous décidé de vous orienter vers la communication? Christelle, je vais vous laisser commencer. Je vous ai donné une petite partie de la réponse en me présentant. J'ai voulu être journaliste de mémoire, j'étais adolescente. J'ai commencé par donc être journaliste. J'étais journaliste à la télé, j'ai été grand reporter pour la rédaction de France 2. Ensuite, pour la rédaction de TF1, j'ai fait des magazines, j'ai été rédactrice en chef. Et puis après, j'estimais que j'avais un peu fait le tour de ce métier, j'avais envie de voir autre chose. J'avais très envie de faire de la communication politique. Donc, j'ai basculé dans cet univers-là que je connaissais assez bien parce que j'avais suivi des personnalités politiques quand j'étais à la rédaction de France 2 et notamment
Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et ensuite j'ai suivi sa campagne. Donc ça m'a donné le goût de la communication politique. Et quand j'ai quitté le journalisme, bah, j'ai commencé par accompagner des candidats et puis ensuite j'ai fait de la communication de crise. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé écouter les gens. Mon passé de journaliste m'a vraiment beaucoup aidé dans la communication politique. Il m'a appris à écouter, à regarder ce qui se passait autour de moi, à comprendre et à remettre les choses dans le contexte. Et puis, je crois que je changerai pas maintenant pour une autre facette de la communication. On ne sait pas, mais ça m'étonnerait quand même que je change encore. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup. Et vous, Valérie, alors pourquoi et quand? Alors, pourquoi et quand? Je ne me suis pas réveillée un matin en disant, tiens, je vais faire de la communication, puisque ça a été un peu plus compliqué que ça. Déjà, il n'y avait pas d'école de communication quand je me suis lancée dans les études. Donc, j'ai un cursus plutôt généraliste. J'ai fait Sciences Po. Et ensuite, je me suis orientée vers le journalisme. J'ai fait une école de journalisme, le CFJ, à Paris. Et un tout petit peu de presse écrite. J'ai une expérience journalistique beaucoup plus brève que la vôtre et beaucoup moins riche sans doute, essentiellement axée sur la presse écrite. Et je dirais c'est un peu coup de peau. J'ai eu l'occasion de lire une petite annonce, et oui, dans le journal Le Monde, ça se faisait encore comme ça, on recrutait beaucoup comme ça encore à l'époque, et quelqu'un cherchait un poste, un profil qui me ressemblait, donc j'ai postulé, et c'était pour entrer au service de presse du commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Coup de peau, c'était en plein nuage de Tchernobyl. Donc une façon de découvrir la communication de crise, en tout cas de mettre un nom là-dessus et de comprendre un petit peu comment on pouvait essayer de rabibocher une opinion avec un secteur, en l'occurrence le nucléaire civil à l'époque, qui venait de traverser quelques tourments un peu compliqués. Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis nourrie de cette première expérience. J'ai ensuite connu un autre secteur avec la santé déjà à l'époque. J'ai successivement été chez Roche, puis chez GlaxoSmithKline, deux laboratoires pharma. Et ensuite, j'ai complètement décidé de découvrir d'autres secteurs. Toujours peut-être là, je pense que c'est un peu ce côté journalistique qui jouait encore. J'avais envie de découvrir d'autres choses et de ne pas être enfermée dans une seule industrie, un seul secteur. J'ai découvert l'univers de Saint-Gobain, donc dans la construction. Ensuite, je suis allée dans la finance chez AXA. Et puis, le poste que j'occupe aujourd'hui me permet je disais tout à l'heure, d'avoir une approche vraiment très holistique du métier, et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, de toucher toutes les dimensions, vous les avez décrites, les relations presse traditionnelles, le web, l'influence, la communication interne aussi, qu'il ne faut jamais oublier, très importante, et les affaires publiques. Merci beaucoup. Alors, on passe à la question suivante. À quoi ressemble une journée type dans l'univers de la com politique et publique? Valérie, je vais vous laisser commencer cette fois-ci. Alors, je vais commencer par dire qu'il n'y a pas de journée type. C'est ce qui fait la beauté de la chose. Parce que s'il y avait une journée type, je pense qu'on s'ennuierait très rapidement pendant des heures carrées. Donc non, il n'y a pas de journée type. Par contre, c'est intéressant de savoir dans quel univers on se situe et comment on peut décrypter notre environnement assez rapidement. Et ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est que, vous avez un peu décrit les grandes qualités qu'il faut avoir pour être communicant aujourd'hui. Je pense qu'il faut être capable de comprendre très vite ce qu'on doit faire à très court terme. Parfois, c'est une réaction immédiate sur un tweet, sur un post, sur quelque chose qu'il faut corriger, tout en sachant que notre réponse à très court terme va nous engager sur le long terme. Et bien comprendre cette dualité et l'avoir en permanence à l'esprit. Et de la même façon, quand on élabore une stratégie de communication, il faut toujours être en mesure de se projeter. Et pour pouvoir se projeter, il faut bien comprendre. Et quand on comprend bien, on peut bien décrypter. Et donc, on fait passer les bons messages. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on se positionne aujourd'hui en tant qu'équipe de com au sein de l'entreprise dans laquelle je suis. Après, moi, je peux passer d'une conférence de presse un matin à ensuite une réunion sur le comité éditorial sur nos réseaux sociaux pour la semaine à venir. L'après-midi va être dédié à une session sur de l'interne. Ensuite, il y a un comité de direction. Et puis, de temps en temps, je vais faire une conférence dans une école pour finir la journée en beauté, comme aujourd'hui. Donc voilà, c'est extrêmement divers, en fait. Et on est aussi tout le temps en résonance quand même avec notre environnement immédiat. On pourra peut-être revenir dessus, mais comme je suis dans un labo qui a sorti un vaccin contre le Covid-19,
on a été aussi un tout petit peu impacté par cette crise du Covid et par le rôle qu'on pouvait éventuellement y jouer. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Christelle, alors à quoi ressemble une journée type? Je partage à 100% ce que vous venez de dire. On a toujours beaucoup d'ambition pour la journée qui commence. On se dit, oh là là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et puis ça se passe jamais comme on a prévu. Donc, il faut entrevoir ce paramètre comme quelque chose de positif, parce que sinon, on subit tout le temps. J'essaye la majeure partie du temps de commencer mes journées. Alors là, pour le coup, elles commencent presque toutes de la même façon. J'écoute les radios, je lis les journaux, je regarde les réseaux sociaux pour voir si le monde d'hier a pas trop évolué par rapport au monde d'aujourd'hui, pour justement répercuter ça dans les stratégies, pour nourrir nos réflexions avec des candidats ou des candidates ou des clients quand on s'occupe d'eux pour la communication de crise, et effectivement essayer d'intégrer toutes ces petites choses qu'on capte dans la journée pour en faire un tout, une stratégie, et essayer de remettre à chaque fois les préoccupations des gens qu'on accompagne dans le contexte, dans un contexte national, dans un contexte local, dans leur contexte à eux, faire une espèce de mix de tout ça, et essayer de leur proposer un accompagnement qui va vers leurs objectifs premiers, et ceux en tout cas qu'ils ont définis, et des fois ils ont défini ces objectifs avec nous, mais ça commence jamais pareil, et alors ça finit jamais pareil, et jamais à la même heure non plus d'ailleurs. Et ça s'arrête pas le week-end? Alors, ça s'arrête le week-end, mais quand on est en crise, la crise, elle ne sait pas si on est lundi ou samedi ou dimanche. Donc, ça ne s'arrête pas. On aimerait que ça s'arrête le week-end, hein, mais en fait, pas trop. Et puis, quand on est en campagne, ça ne s'arrête jamais. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 presque. Pendant une campagne, c'est fascinant parce que c'est en même temps de la communication politique mélangée à de la communication de crise. Et donc, c'est une campagne, moi j'ai l'habitude de dire que c'est de la communication politique de crise. Voilà. C'est tout en même temps. Très bien. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui est le plus stimulant dans vos métiers? Valérie, je vous laisse commenter. Je dirais que c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis de l'organisme pour lequel on travaille à être une fenêtre ouverte sur le monde en permanence. Je pense qu'on est la seule fonction, moi je suis pas dans la politique pure, je suis dans une entreprise, on est la seule fonction, je pense, qui porte cette responsabilité très prégnante, parce que c'est pas la direction financière qui va regarder, essayer de décrypter ce qui se passe d'un point de vue RSE sociétal, quels sont les grands enjeux. C'est nous qui sommes en contact avec les médias qui nous sollicitent. Donc on a cette espèce de responsabilité d'être tout le temps un peu aux aguets et d'avoir cette capacité à bien comprendre en quoi tel événement externe va avoir un impact sur nous, va nous inciter à réfléchir différemment, va nous inviter à proposer une autre stratégie de communication, etc. Donc c'est assez enrichissant en fait, et en même temps c'est très prenant. Et quand on parlait du rythme des journées et quand est-ce qu'elle s'arrête, effectivement elle ne s'arrête pas, parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, moi, je prends mon exemple un peu plus perso. Je m'occupe des réseaux sociaux de l'entreprise, je m'occupe des réseaux sociaux de ma présidente. Je viens de lancer toute une démarche pour m'occuper aussi, accompagner mon comité de direction sur LinkedIn, parce que je crois beaucoup en l'incarnation. Je pense qu'une entreprise, c'est pas juste un nom de marque et un logo, ce sont des gens. Donc, il faut les inviter et les accompagner dans leur prise de parole aussi, et ça se passe beaucoup aujourd'hui sur les réseaux. Donc, il faut vraiment aller au bout de tout ça, et du coup, mes réseaux à moi, ma vie perso à moi, ça se passe entre minuit et 1h du mat. Voilà. Christelle, à vous de... Qu'est-ce qui est le plus stimulant? C'est ce qu'on ne connaît pas, en fait. Pour moi, ce qui est le plus stimulant, c'est j'ai l'impression tous les jours presque de basculer dans l'inconnu pour essayer de réorganiser une stratégie. Ça se fait parfois. Parfois, on change une stratégie ou on réoriente une stratégie plusieurs fois dans la journée parce que les événements nous l'imposent, parce que, en parlant de communication politique,
parce que le candidat ou la candidate nous l'impose aussi. Et donc, on est obligé de faire avec ça aussi. C'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas toujours facile à gérer avec les éléments extérieurs. Ce qui est stimulant, c'est d'essayer de toujours rentrer dans la bobine du candidat ou de la personne qui a besoin de nous pour gérer une crise et essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire, avec des mots qui leur correspondent et qui sont au plus proche de leurs valeurs à eux, sans que ce soit nos valeurs à nous. Et ça, il faut faire un peu abstraction de nos valeurs à nous pour essayer de rentrer dans la bobine de la personne qu'on accompagne. Et ça, c'est fascinant. Parce que l'être humain est fascinant. On peut presque, j'ajoute juste, on peut presque faire un parallèle entre ce que vous dites sur l'accompagnement d'un homme politique avec l'accompagnement d'un président ou d'une présidente d'une entreprise. Quand le binôme DIRCOM président se passe bien et qu'on arrive à cette forme d'osmose, parce que c'est vraiment ça le mot, moi je suis capable de me mettre dans la peau d'eux et d'écrire comme si j'étais elle en fait. Et à la limite, elle prend ce que je lui propose comme si c'était elle, justement. Donc, il n'y a plus cette espèce de « oui, mais c'est toi qui l'as écrit, c'est pas moi », etc. Et du coup, ça se passe assez bien et on arrive à faire quelque chose de très cohérent et surtout de très juste pour nos publics externes. Enfin, qui ne se disent pas « oh là là, c'est de la com », l'insulte super présente, c'est de la com. Donc, quand ils ne se disent pas ça, c'est qu'on a gagné une bataille. J'ajoute juste un tout petit truc pour juste compléter. Tout ça, c'est basé sur une relation de confiance. Parfois, c'est difficile de l'obtenir, cette confiance, parce qu'il faut que les gens qu'on accompagne se livrent et presque se mettent à nu pour qu'on puisse justement entrer dans leur bobine et parvenir à mettre en mots ce qu'ils ont dans la tête. Mais sans confiance, ça peut marcher un temps. Mais ça, sur le long terme et sur une campagne, par exemple, ça marche pas. Compte tenu, en plus, de la charge émotionnelle qui grandit au fur et à mesure où l'échéance électorale arrive. Voilà. Très bien. Alors, peut-être un point, il y a une question de Juliette qui demande de réexpliquer assez vite la différence entre comme politique et comme public. Peut-être en dire deux mots pour continuer avec l'explication. Moi, je peux répondre sur la com publique, puisque je ne fais pas de com politique, donc je suis assez à l'aise pour savoir ce que je ne fais pas. Et pour moi, avec ce titre affaires publiques, moi, c'est ce que je mets derrière affaires publiques, c'est-à-dire la façon dont je vais toucher les différents publics potentiels de l'entreprise, c'est-à-dire le grand public, qui est très très large pour le coup, et puis un certain nombre de nos parties prenantes directes. Par exemple, en l'occurrence, nous, ça va être les médecins, puisqu'on est un laboratoire pharmaceutique, et les associations de patients qui représentent le corps des patients en France, les différentes maladies sur lesquelles on travaille en fait. Et puis après, il y a effectivement de la com plus d'influence où on va aller travailler avec les cabinets ministériels, avec les parlementaires, quand il y a besoin d'aller leur proposer un sujet ou leur expliquer un sujet ou leur expliquer l'impact d'une décision sur notre activité. D'accord. La communication politique, c'est tout ce qui tourne autour de la politique, on l'a bien compris, et c'est comment mettre en mots des orientations politiques qui émanent d'un candidat, d'un parti, d'un ministre, d'un député, d'un maire. Moi, je travaille beaucoup avec des élus locaux, donc on met en musique aussi ce qu'on peut appeler de leur communication publique. Mais là, pour le coup, la communication publique, c'est un service public. On l'a bien vu pendant la crise Covid. On est presque en train d'en parler au passé, d'ailleurs. Hein, c'est bizarre. Tant mieux. Et la communication politique, aujourd'hui, entre de plus en plus dans l'entreprise parce que les entreprises ont de plus en plus affaire au monde politique pour prendre des décisions ou même pour gérer des crises. Donc, ils ont besoin, moi j'interviens aussi pas mal dans les entreprises pour les éclairer sur le côté
rapport aux politiques et comment on parle politique et comment on met ensemble cette communication pour le mieux s'adresser au mieux à sa cible ou à son public. On a besoin du politique, mais le politique a besoin de nous aussi, parce que quand on prend l'exemple d'un parlementaire, il est sollicité par toutes les industries en France, il a du mal, il ne peut pas être spécialiste de tout, et donc nous, ce qu'on peut apporter, c'est justement une communication peut-être un peu simplifiée, quelque chose de synthétique sur un dossier donné qui va lui permettre d'avoir un éclairage, qui va le nourrir et qui va lui permettre de prendre une décision, ou de voter pour quelque chose ou de ne pas voter pour quelque chose, en connaissance de cause. Et c'est assez nouveau tout ça d'ailleurs. Je pense que la crise Covid a été comme une espèce d'accélérateur de particules, mais il y a de moins en moins de frontières entre les différents types de communication. Tout est en train, pas de se mélanger, mais on a besoin de savoir faire un peu de com public, un peu de com politique, un peu de com de crise, et tout ça est en train toutes ces barrières sont en train de s'effacer au fur et à mesure, et on va voir et on le verra, je pense, dans les années qui viennent, puisqu'on va avoir de plus en plus de crises climatiques, cyber, etc. Il faut toucher tous les secteurs, et donc il va falloir savoir faire à peu près tout. Voilà. Ça va être compliqué de choisir, en fait. Donc, elle est très polyvalente. Exactement. Alors, on passe à la question suivante. Quels sont les spécificités... on a déjà répondu. Ça a été anticipé. Et oui. Comment faire carrière? Par où commencer? Christelle, je vous laisse commencer. Très bonne question. Faire une école, faire des études dans la com. Peut-être aussi commencer par le journalisme, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est quand même là qu'on apprend à écrire. Et aujourd'hui, la communication se sert de toutes les techniques d'écriture des journalistes. Donc, c'est une vraie passerelle en termes de techniques d'écriture. Faire une école, s'intéresser au monde, voyager, lire les journaux, écouter les gens. Et puis, si ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent veulent faire de la communication politique, allez voir dans un QG de campagne. Là, c'est bientôt des élections législatives. Profitez-en, devenez petite main, regardez ce qui se passe, écoutez comment ça se fait. Proposez vos services, écrivez des posts sur les réseaux sociaux. Il faut pratiquer et pratiquer encore. Et surtout, si vous voulez faire de la communication politique, accompagnez les politiques sur le terrain, rencontrez les électeurs, écoutez ce qui se dit, parce que c'est comme ça qu'on communique le mieux. Très bien, merci beaucoup. Valérie? Moi, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur le côté message et savoir rédiger. Finalement, moi, ce que je vois dans mon expérience de plus de 30 ans dans différentes boîtes, on est venu me challenger sur plein de dans mon métier. Oui, mais là, alors pourquoi le logo, il y a du jaune et pas du vert ici? Pourquoi on a fait ça dans le PowerPoint? Des questions comme ça. Tout le monde donne son avis. La finance donne son avis sur un jeu de slides, etc. La seule chose sur laquelle on n'est jamais venu m'enquiquiner, c'est sur la qualité d'un message une fois qu'il a été rédigé par la com. Ce qui vient de chez nous, on sait que c'est de la qualité, on sait que c'est pertinent, on sait que c'est en adéquation avec un contexte donné. Et là-dessus, on ne vient pas nous enquiquiner, si je puis dire. Et je pense que ça, c'est un matériau de base sur lequel il faut qu'on s'assoie. C'est vraiment le fondement du métier. Donc, ne pas négliger cette qualité que l'on a et que l'on doit avoir et que l'on doit entretenir tout au long de la carrière sur ce savoir-faire, en fait, qui est assez unique et sur lequel on devient incontournable, en fait, que ce soit pour de l'interne, pour de l'externe, etc. Plus on entretient ça, et mieux c'est. Et c'est ce qui fait un peu le côté unique de ce métier et ce savoir-faire, on ne vient pas nous le contester. Donc, je pense que ça, c'est un plus. Moi, j'ajouterais aussi, dans une perspective de carrière, il faut presque savoir le faire aussi bien en français qu'en anglais. Donc, ne négligez pas au moins une langue et de préférence l'anglais si vous voulez faire une carrière dans un groupe international, parce que moi, j'ai aujourd'hui à peu près
60% en français et 40% de mon job en anglais, même si je suis lead dire com d'une filiale française. C'est parce que je reporte à une direction de la com qui est européenne, ma manager est allemande, donc voilà, on fait les évaluations annuelles en anglais, on fait plein de choses en anglais, on fait le plan de com en anglais. Il faut être capable de manier les deux langues de plus en plus souvent. Et ça, c'est dans une perspective vraiment de développement dans un groupe ou dans une grande boîte à l'international, c'est important. Et par où commencer moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir accès à des écoles de communication qui vous donnent tous ces savoir-faire, tous ces fondamentaux. C'est intéressez-vous à tout, parce qu'une fois encore, vous disiez, ces métiers, il n'y a plus vraiment de frontières. Moi, je pousse aussi pas mal pour dire, il n'y a pas la com interne sanctuarisée d'un côté et la com externe dans un bastion, et les deux qui se regardent en face. De plus en plus, l'interne, pour moi, reste très important. J'ai présidé l'association française de com interne pendant pas mal d'années. Donc, je pousse encore en disant que c'est un métier très exigeant, la com interne. Mais mes chargés de com ou mes responsables de com doivent pouvoir basculer de l'interne à l'externe. Si ça veut faire un message pour l'interne, ils sont aussi capables de faire un communiqué de presse pour les médias dans le domaine dont ils s'occupent. En fait, j'ai toujours essayé de casser ces barrières-là. Et donc, intéressez-vous aux différents aspects, aux différentes facettes du métier. Faites de l'interne, à un moment donné, réfléchissez à une campagne média, projetez-vous sur une stratégie réseaux sociaux, touchez un peu à tout. Et à un moment donné, vous aurez le job qui touche à tout. Très bien, question de Jessica qui demande, donc j'imagine si on respecte vos conseils, comment se démarquer? Est-ce que le secteur est bouché? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si on a envie de faire ça, moi je peux pas vous dire que le secteur est bouché, même si vous entendez à droite à gauche que c'est compliqué de percer dans ce métier. Mais dans quel métier c'est pas compliqué de percer? Si on a vraiment envie de le faire, on va le faire de toute façon. De l'envie, de la motivation, comment se démarquer? Justement, avoir le petit truc qui fait que, effectivement, vous disiez on parle anglais, mais c'est aussi l'anglais qui nous permet d'aller écouter ce qui se passe à l'étranger, d'écouter des télés américaines, de lire la presse anglaise. Ça nous permet de lire des études qui ont été faites pour l'Australie. C'est ça qui nous démarque. C'est le fait de voyager, d'avoir de la culture. C'est ça qui nous démarque. C'est rester sur des rails, mais de temps en temps prendre des chemins de traverse pour aller s'enrichir et se nourrir d'autres choses. Et même si c'est des choses qui sont diamétralement opposées à la communication, vous parviendrez toujours à ramener cette expérience dans votre escarcelle et faire valoir ça auprès d'un employeur ou d'un candidat pour une élection ou un service de com. J'en suis sûre. Très bien, merci. Moi, je dirais de ne pas s'interdire de réfléchir en faisant toujours un peu un pas de côté par rapport à ce qu'on aurait envie de vous imposer. Moi, je suis dans un secteur, la santé, qui est un secteur qui est très policé, qui est très régulé. Il y a énormément de choses qui sont interdites pour les labos. Tout est très encadré, tout ce qu'on fait est transparent. Et on avait, par exemple, je prends un exemple concret, on est sur une pathologie qui s'appelle le psoriasis, qui est une maladie du système immunitaire qui donne des atteintes sur la peau, qui ne sont pas toujours très esthétiques, mais qui peuvent se soigner. C'est une maladie qui est peu connue du grand public. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait faire connaître cette pathologie qui est pas très connue, qui a un nom compliqué, qui fait un peu peur aux gens, etc. Et on s'est dit, la première chose qu'on a fait, pour toucher les adolescents, on a fait une petite web-série sur YouTube qui s'appelle Julie Adupso. Je dis ça pour la régie derrière qui va peut-être essayer d'aller la trouver. Ça date de quelques années. Et après cette première campagne de Julie Adupso, qui était assez sympa, vraiment sur les codes des youtubeurs, face caméra, une jeune qui explique sa vie privée, comment elle peut aller en boom ou pas, etc. Enfin, boom, c'est OK, boomer, c'est parti. Voilà. Et puis, la deuxième campagne qu'on a faite, on a regardé un peu les codes de tout ce qui est gamification et on s'est dit, on va imaginer un escape game où, en apprenant sur la maladie, on va pouvoir
au fur et à mesure, résoudre des énigmes et sortir de la pièce dans laquelle on est enfermé. On a commencé par une expérience physique dans un lieu clos. Et puis, crise Covid aidant, on a digitalisé l'expérience en gardant les mêmes codes de jeu. Et puis, aujourd'hui, on en a fait quelque chose d'itinérant dans un bus. Donc, on peut vivre l'expérience de Citizen Soul qui va se balader de ville en ville, d'hôpital en hôpital pour aussi faire connaître cette pathologie au plus grand nombre. Donc, au départ, on aurait pu me dire, tu fais juste un communiqué de presse à la presse médicale spécialisée en dermatologie, point barre, ou alors tu essaies de toucher un peu plus de monde en imaginant des choses plus originales. Et quand on fait les choses en respectant les règles, on peut toujours les faire et finalement, ça porte ses fruits. J'ai plus les chiffres en tête pour Julie Aduxo, mais c'était une campagne qui avait plutôt très bien marché. Très bien, merci beaucoup. Alors, question suivante. Quelles sont les grandes évolutions en com politique et publique? On l'évoquait tout à l'heure, c'est cet effacement des barrières entre les secteurs de la com. Je pense que là, les réseaux sociaux ont quand même pas mal aidé à faire en sorte que ces barrières sautent, si je peux dire. Les grandes évolutions dans la com, ça a été la télévision, évidemment, pour parler de la communication politique. Et puis les réseaux sociaux alors c'est pas une évolution, c'est un bouleversement interplanétaire dans la façon de communiquer, dans la façon d'incarner des messages. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a affaire à des politiques locaux, même des présidents de région, par exemple, qui faisaient très peu de télévision, très peu de médias nationaux, et qui aujourd'hui font des vidéos tous les jours à poster sur les réseaux sociaux. Donc, ils appréhendent les outils de plus en plus. On peut, vous voyez pas l'envers du décor, vous qui êtes derrière votre écran, mais on peut faire un studio télé à la maison. On peut tourner un reportage avec un iPhone. J'ai vu ça tout à l'heure en arrivant. Le gars avait un iPhone, il avait un micro avec le logo de la télé branché sur l'iPhone. Et puis, tout ça, ça a complètement révolutionné nos pratiques. Il y a quelques années, on faisait campagne, on voulait faire un clip de campagne, c'est tout de suite un barnum avec des budgets énormes en plus. Aujourd'hui, moi, quand j'accompagne un candidat ou mes collègues accompagnent des candidats, on a notre iPhone, on tourne une petite séquence, on appelle ça des petites pastilles, ça dure 10 ou 15 secondes. Pour peu qu'on ait un son correct, on fait le sous-titrage dans la voiture et 20 minutes plus tard, c'est sur les réseaux sociaux. Ça a bouleversé notre métier et les médias se sont emparés de ça. Donc là, on est multimédia tout le temps. On ne peut plus occulter les réseaux sociaux, on ne peut plus occulter les chaînes nationales aussi. Parce que quand on a une crise qui nous tombe sur le coin du nez, on a toutes les télés nationales qui déboulent et là, il faut quand même bien savoir comment répondre et comment faire. Même si on est un élu local à la tête d'une collectivité de 350 habitants, on l'a vu pendant la crise Covid. Moi, je me souviens très bien, je ne citerai pas le nom de la ville, mais avec une hécatombe dans un EHPAD, dans une ville de 1500 habitants, les seules fois où le maire avait communiqué, c'était avec le correspondant local du journal régional. Là, il a vu toutes les télés débouler. Il a fallu l'accompagner et qu'il se dépêche à assimiler certains codes. Donc, tout est possible aujourd'hui, du réseau social à la chaîne nationale, et puis avec des chaînes Tout Info qui sont en train de bien mailler le territoire et qui peuvent intervenir bien plus vite, comme l'était France 3 jadis. En région, oui. Ils y sont encore d'ailleurs. Ouais. Ils sont... D'accord. Valérie, alors, sur les grandes époques, je ne vais pas répéter, mais effectivement, le grand bouleversement des réseaux sociaux, effectivement,
Ce qu'on a aussi observé plus récemment avec une accélération très manifeste liée à la crise Covid, c'est la digitalisation des entreprises. De manière accélérée, on est quand même passé d'un monde du tout présentiel ou quasiment tout présentiel, où tout se passait au bureau, dans des salles de réunion closes, avec des codes, etc., à vous êtes chez vous, derrière l'écran, et faites-moi une petite vidéo pour passer tel message avec votre iPhone en expliquant. Donc, on a complètement basculé, c'est-à-dire on a, vous parliez des grands films un peu Grand Barnum, etc., de lancement de campagne, on s'est autorisé, en faisant ça, à faire du quick and dirty sans que ce soit néfaste, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, oui, je vais faire un petit selfie assez moche où je fais je sais pas quel geste pour symboliser une campagne, un truc, ou alors je fais une petite prise de vue de 35 secondes pour passer un message et je le poste sur le Yammer de l'entreprise ou on le poste sur les réseaux sociaux de l'entreprise. On a appuyé un peu plus sur l'accélérateur, nous, puisqu'on s'est fait un petit studio télé au bureau qu'on utilise parce qu'on s'est dit quand même au bout d'un moment, c'est sympa, les zooms un peu crapuleux, etc., mais on peut peut-être faire un peu mieux et s'autoriser à avoir quelque chose d'un peu joli avec un fond vert, on peut changer, on va faire des incrustations, on a une mini-régie. Donc, on n'utilise pas à chaque fois ça. Quand on veut faire quelque chose d'un peu plus pro, on va au studio. Et puis surtout, oui, le mode de travail dans l'entreprise a changé. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais imaginé avant pouvoir faire une conférence de presse en full digital avec pas un journaliste présent, quoi. Et aujourd'hui, on fait ça et les journalistes sont parfaitement à l'aise aussi avec ce genre d'invitation maintenant. On n'a plus besoin d'autant de présentiel. On commence à se dire, on a quand même un petit peu envie de se revoir maintenant. Et effectivement, si on peut sortir de cette crise dans les semaines qui viennent, ou en tout cas alléger un certain nombre de dispositifs dans les semaines qui viennent, ça a l'air d'en prendre le chemin, on a quand même envie de renouer avec d'autres codes auxquels on était habitué avant, pour faire équipe véritablement. C'est un peu, et là je pense que pour le coup, les communicants internes, ceux qui sont vraiment sur tous ces mécanismes d'engagement des collaborateurs dans l'entreprise, doivent sérieusement réfléchir à comment réinventer tout ça, comment faire juxtaposer ces deux mondes, ce monde ultra digitalisé où finalement on peut vivre notre vie tout seul, tranquille de chez soi et se dire de toute façon je contribue, je suis en Zoom de 9h du matin à 8h du soir, donc je suis effectivement au bureau. Mais aussi, on se rend compte que là, on touche quand même un petit peu au bout de ce système en full digital et qu'il va falloir qu'on trouve un moyen un peu hybride de recommuniquer. Je pense que c'est aussi vrai sur nos publics externes. On le sent très fortement sur l'interne aujourd'hui, parce que c'est peut-être le besoin le plus immédiat et puis il est clairement exprimé aujourd'hui. Mais je pense que peut-être qu'il va y avoir une hybridation à trouver. Donc, les grandes évolutions, elles vont être de cet ordre-là et de tout ce qu'on va avoir appris de ces différents formats avec lesquels on a joué là depuis 2-3 ans. On a aussi testé pas mal de podcasts, par exemple, de faire que de l'audio. Alors, ça marche plus ou moins bien pour l'instant chez nous. Voilà. Je pense qu'on est d'accord. L'image, voilà. Il y a beaucoup de mousse autour de ce truc-là. Ouais, je l'ai fait pendant un an. J'ai été une bonne élève. J'ai fait un podcast tous les mois dans la newsletter en disant on a une multiplicité de personnes, mais enfin à une catégorie bien particulière de personnes. J'ai pas réussi à l'installer durablement. Donc, on est entre des formats écrits très courts sur Yammer, donc sur les réseaux sociaux internes, des formats écrits un peu plus denses sur des newsletters, et puis de la vidéo beaucoup de directs, d'oralité avec les Zoom et les Teams. Et ce qui change aussi, juste pour rebondir, c'est cette interactivité qu'on a installée à cause ou grâce à la crise sanitaire. Et aujourd'hui, dès qu'on organise quelque chose, il faut une interactivité, quelle qu'elle soit. Là, vous pouvez poser des questions. Quand on fait des réunions publiques maintenant, il y a quelques années, on faisait une réunion publique politique. Donc là, c'était une espèce de discours un peu formel avec 2 questions qui étaient préparées 15 jours à l'avance. Là, il faut préparer les candidats aussi à répondre, à débattre. Et à trouver des moyens de répondre qui sont tout de suite dans le bon format, dans le bon ton. Et ça, c'est nouveau. Et là, on est encore dans un apprentissage.
on y va doucement. Je sais que les entreprises aussi font ça. Ben, il y a un problème de modération aussi pas mal, mais ce format de digital, on l'enrichit avec ça justement pour pas perdre ce côté vrais gens avec les vrais gens, quoi. Voilà. Et c'est aussi nouveau. Dès qu'on est quelque part, il y a une interactivité maintenant. Pour rebondir sur le digital, c'est ça, il y a deux questions. Une qui demande quels sont les réseaux sociaux qui ont réellement changé votre métier et surtout, est-ce que TikTok est nécessaire? Moi, je peux répondre très, très brièvement sur TikTok parce que bah, j'y suis pas du tout et je pense que ça va être compliqué. Juste pour l'anecdote, pour vous raconter comment j'ai lancé mon entreprise sur Twitter et on faisait partie encore des labos qui sont les plus tôt. C'était en 2015 quand j'ai annoncé à mes équipes réglementaires qu'on allait lancer une page Twitter pour Janssen France. On m'a dit aucun problème, t'as qu'à m'envoyer tes tweets un mois à l'avance pour que je te les valide. Je dis oui, bien sûr, tout à fait, ça va tout à fait se passer comme ça. Donc je dis bon. Soit je rentre en guerre contre mon réglementaire, mais je ne lancerai pas ma page dans les délais que je m'étais impartis, soit on va faire un peu de pédagogie de ce que c'est que Twitter, et j'ai fait venir les équipes de Twitter France qui m'ont raconté ce que c'était Twitter, comment ça marchait. Et on a réussi à aboutir à un consensus qui était qu'il n'y avait pas de validation a priori. Par contre, je dois garder dans un grand classeur, je ne sais pas où il est rangé ni à quoi il sert, tout ce que j'ai publié, toutes les réponses, etc. sur Twitter en cas de contrôle audit ou autre. Voilà, donc on est quand même dans un monde où il faut arriver à faire se réconcilier quelque chose de très régulé, de très réglementé et quelque chose de très libre qui relève de la conversation et qui ne rentre pas tout à fait dans les codes du secteur. Donc, c'est une histoire de compromis, en fait. C'est une histoire de compromis basée sur la confiance. La confiance que l'on a de la direction de la com chez Janssen a fait qu'on pouvait aller sur les réseaux sociaux sans trop avoir ceinture, bretelles et parachute, ce qui m'allait bien. Mais sinon, on y serait encore en train de discuter comment on va sur Twitter. Donc sur TikTok, bon, je continue de capitaliser sur Twitter et LinkedIn avec un petit peu de YouTube, mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt. D'accord. C'est souvent maintenant une question des candidats et des candidates qui, quand on commence à réfléchir à la stratégie digitale, dire alors, est-ce qu'il faut que je sois sur tous les réseaux sociaux? Je fais partie de cette catégorie de communicants qui pensent que non. Je pense qu'il faut privilégier la quantité à la qualité, à la quantité des réseaux sociaux. Aller sur TikTok, c'est bien pour faire du buzz pour les autres réseaux sociaux, mais faire une campagne sur TikTok, ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, rétrospectivement, on peut voir tous les politiques qui sont allés sur TikTok. Ils ont averti la presse une semaine avant qu'ils allaient sur TikTok. La presse était là au moment du TikTok. Et puis le lendemain de TikTok. Et puis après, il n'y a plus rien. Donc, il faut choisir. On peut pas être multicanal, d'ailleurs, parce que sur chaque réseau social, il y a un type de personnes qui s'y trouvent. Sur TikTok, c'est des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire en tant que politique avec des enfants? Moi, je l'utilise TikTok pour un truc bien spécifique. C'est quand j'accompagne une collectivité territoriale et qu'on a des conseils municipaux pour les enfants. Alors, on a ouvert un compte TikTok pour ce conseil municipal pour les enfants et on a fait gérer le TikTok par les enfants du conseil municipal pour les enfants, évidemment avec les parents, l'autorisation des parents en long, en large et en travers, mais c'était super intéressant et ça a été une de mes bonnes satisfactions de ces dernières années, de voir à quel point les enfants étaient contents d'utiliser le réseau social qui leur correspondait le plus pour raconter ce qu'ils font. Ils font des vidéos, ils font des interviews et ils ont de plus en plus de gens qui les suivent. Et même les parents se sont inscrits sur TikTok. C'est une réussite, mais c'est des choses qui sont vraiment tout à fait spécifiques.
on regardera hein, la campagne présidentielle sur ce type de réseau social. On va faire des coups, quoi. Voilà, on va y aller avec un invité, un influenceur, une star de je sais pas quoi, et puis c'est tout. Et par exemple, ou d'autres. Et même les politiques à l'étranger, on suit beaucoup ce qui se passe sur les campagnes aux États-Unis, par exemple, parce que tout ce qui se passe dans les campagnes aux États-Unis arrive quelques années plus tard ou l'année d'après chez nous. Et on voit que les stars politiques aux États-Unis sont sur TikTok une fois ou 2 fois par an. Donc, c'est beaucoup d'énergie, s'occuper d'un réseau social. C'est beaucoup de travail pour une stratégie et finalement, c'est pas, sur les retombées sont pas terribles. Il vaut mieux faire des meetings factifs. C'est vrai qu'il y a un enjeu de contenu là aussi à gérer. C'est-à-dire que moi, j'ai une page Twitter, une page LinkedIn de l'entreprise, la page LinkedIn de ma présidente. J'engage mon comité de direction sur LinkedIn aussi. On va être à un moment donné obligé de se compter, de se dire on ne peut pas absorber davantage si on veut faire de la qualité, quoi. Donc, et donc, on s'arrête là. Je réfléchis un petit peu à Instagram quand même, parce que ma maison mère aux États-Unis est dessus, en me disant on pourrait, si j'avais une petite ressource supplémentaire, peut-être envisager d'ouvrir une page Insta. Mais bon, on en est là. Oui, là, sur la politique, on est en train d'essayer de faire comprendre aux politiques que on ne peut pas publier la même chose sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram et sur que sais-je encore. Il y en a même qui m'ont demandé s'il fallait qu'il soit sur Snapchat. Donc là, on a dit non, c'est pas la peine. Et donc, comme on ne publie pas la même chose sur les réseaux sociaux, c'est autant de travail, autant de lignes éditoriales, autant de ressources à avoir. Parce que quand ça commence à marcher sur un réseau social, ben, l'idée, c'est de pas s'arrêter. Donc, moi, je suis de celles qui préfèrent, quand on est sur une campagne municipale, par exemple, on est sur Facebook parce que l'algorithme est local et donc on parle à nos électeurs sur Facebook. La campagne présidentielle va beaucoup se passer sur les réseaux sociaux. Ça va être Facebook, ça va être Instagram, ça va être Twitter pour les journalistes. Et les adversaires politiques. Et puis après, on va s'arrêter là parce qu'il faut quand même qu'ils aient du temps pour aller sur le terrain. Voir les vrais gens. Très bien. Est-ce faire des vraies campagnes? Peut-être rapidement, chacune de vous pourrait nous parler d'une campagne de communication mémorable ou très réussie. Quelque chose qui vous vient? Une campagne mémorable. La campagne, la dernière campagne qui m'a marquée, c'est la dernière campagne pour les élections municipales. On venait d'avoir le premier tour. Enfin, juste avant le premier tour, on a eu le confinement. Et il a fallu que dans la nuit, on réoriente les stratégies de campagne pour le deuxième tour de la campagne, pour le deuxième tour des municipales. Et donc, qu'on invente des campagnes confinées. Et donc, on avait, les politiques n'avaient jamais fait ça, les communicants n'avaient jamais fait ça non plus, les équipes de campagne non plus. Donc, ça a été un moment où on a vécu quand même un petit moment de solitude, je ne le cache pas, c'est vrai, mais passer ce petit moment de sidération, ça a été une émulation on a phosphoré vraiment pour s'atteler à essayer de faire campagne quand même. Et cette crise Covid nous a vraiment sorti de notre zone de confort, on peut dire, et nous a fait faire des choses pour le deuxième tour qu'on aurait très probablement jamais fait. Un gros challenge. Ouais. J'ai un exemple qui me vient, qui ne va pas vous parler en tant que campagne, mais c'est en 2018, ma présidente avait décidé de concourir à la présidence du LEM, qui est le syndicat qui fédère l'ensemble de l'industrie pharmaceutique. Et donc, on est parti en campagne. C'est la première fois que je menais une campagne pour quelqu'un d'une industrie.
pour la faire connaître auprès des médias, bien sûr, et puis sur les réseaux sociaux, etc. Donc, résultat des courses, on n'a pas gagné l'élection, mais elle est devenue le top influenceur des patrons de la pharma en France. Elle est toujours d'ailleurs dans ce ranking-là, même si elle a changé de poste depuis, elle est à l'international, mais elle est numéro 1 des patrons de pharma sur Twitter et sur LinkedIn, qui génère le plus d'engagement. Donc je pense que malgré tout, même si on ne gagne pas toujours à tous les coups d'une campagne, on arrive à générer quelque chose, à générer une image, un positionnement pour une personne publique ou une personne dans l'industrie qui reste en fait. On peut vraiment capitaliser sur l'investissement qu'on fait au moment où on travaille avec ces personnes dans le cadre de ces campagnes pour se dire finalement on est peut-être en train de fabriquer quelque chose qui va au-delà de l'événement pour lequel on travaille ensemble. Et c'est ça qui est super intéressant. Et je me dis, finalement, on capitalise dessus 4 ans plus tard, quasiment. C'est de l'influence. Voilà. Et ça marche, en fait. On se rend compte qu'on ne travaille pas pour rien. C'est tout ce qu'on fait à une utilité, ce qui est quand même assez satisfaisant, au final. Non, mais il y avait même un petit côté excitant de se dire, on a décroché un papier, un super papier dans le Figaro, un portrait, un autre dans Challenge, la semaine d'après, c'était les Échos. On est quand même une industrie dans la santé. On ne court pas après pour ce genre de papier en général, on va plutôt nous chercher sur d'autres sujets. Là, de se dire, on parle d'une femme qui incarne le leadership au féminin. Moi, je l'avais beaucoup anglais sur le fait qu'elle était une des rares femmes patronnes d'un labo pharmaceutique. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Donc, ça a été un peu mon cheval de Troie pour pénétrer les rédactions. Et finalement, c'était un assez bon choix parce que on était relativement bien suivis par les journalistes. Et elle est devenue, du coup, un peu le symbole d'une patronne qui est dans un labo, qui fait des choses pour les femmes, qui les accompagne, qui croit en leur leadership, et puis qui a fait aussi énormément progresser son entreprise. Donc, finalement, voilà, quelque chose dont je suis fière. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question. Alors, un petit conseil, vous en avez donné beaucoup, mais peut-être pour conclure sur un petit conseil pour les futurs communicants. Valérie, allez-y. Moi, je dirais travaillez votre employabilité, c'est-à-dire ne vous contentez pas de ce qui vous plaît. Allez aussi voir toutes les différentes facettes du métier. C'est-à-dire, si vous choisissez de commencer par des relations presse, faites des relations presse, mais à un moment donné, allez voir autre chose. Faites aussi justement de la stratégie réseaux sociaux. Obligez-vous à faire aussi de la com interne, parce que c'est là où vous allez peut-être apprendre un peu plus l'exigence de ce métier et le côté peut-être un peu plus délicat, difficile. Voilà, ne vous interdisez pas de faire vraiment le tour du propriétaire de tout ce qu'on peut faire en communication. Ça vous permettra de franchir des étapes avec à chaque fois un peu plus de responsabilité, un périmètre qui va s'agrandir avec vos responsabilités aussi. Voilà, et petit à petit, faire votre chemin dans tout ça. Très bien, merci beaucoup Christelle. Un petit conseil bonus. Pareil, n'hésitez pas à aller regarder les secteurs de la communication qui ne vous plaisent pas. Allez trifouiller par là, parce que c'est sûr que vous allez apprendre des choses. Lisez aussi des gens qui ne pensent pas comme vous. Allez vers la contradiction, le débat, l'écoute. Confronter les points de vue, c'est ce qui manque aujourd'hui, à mon sens, parfois. Et surtout, mettez-vous toujours à la place de votre cible. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Mettez-vous à la place de votre cible. Vous avez votre patron, vous avez la direction du marketing parfois, vous avez tout ça, ils ont tous un avis. Vous verrez que tout le monde a toujours un avis sur la com. Contrairement à quand un ingénieur passe des slides, personne dans l'assemblée vient lui dire « je suis pas trop d'accord avec cette formule ». Nous, on vient toujours nous dire « ah, mais j'aurais fait moins bleu ou j'aurais mis un autre mot ». Ne vous laissez pas faire, argumentez. Et si vous argumentez avec des choses claires, des choses concrètes, ça passera. Oui. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Bon courage. Continuez, à poser toutes vos questions et on vous répondra sur le hashtag AskIscom.
Et on se retrouve le 16 mars à 18h pour les relations presse et l'influence. Au revoir à tous et merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.